Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une analyse approfondie d'un document particulièrement dense, le rapport final du sous-comité du Congrès américain sur la pandémie de coronavirus. Ce rapport est le fruit de près de 2 années d'enquête, d'audition et d'analyse de documents. Il tente de répondre à des questions cruciales sur l'origine du virus, l'efficacité de la réponse sanitaire et la conduite des institutions. Ensemble, nous allons décortiquer les points clés de cette enquête. La question qui sous-tend l'ensemble de ce document, et qui bien sûr a pesé sur le monde entier pendant des années, est aussi simple dans sa formulation que complexe dans sa résolution. D'où la pandémie de Covid-19 est-elle réellement partie ? C'est le point de départ de toute l'investigation menée par le sous-comité. Cette interrogation fondamentale va guider notre exploration des preuves et des conclusions présentées. Et voici le document qui va servir de fondation à toute notre discussion. C'est le rapport final du sous-comité spécial sur la pandémie de coronavirus, publié en décembre 2022. Il est absolument essentiel de préciser que toutes les informations, toutes les citations et toutes les conclusions que nous allons examiner proviennent exclusivement et directement de ce rapport officiel. Notre but ici est de présenter ces conclusions de la manière la plus neutre et la plus fidèle possible. Alors, comment allons-nous procéder ? Notre analyse va suivre la structure même du rapport. On commencera par la question des origines, qui est sans doute la partie la plus débattue. Ensuite, on se penchera sur les défaillances d'un financeur clé, l'organisation Eco Health Alliance. Dans un troisième temps, on examinera la critique que fait le rapport de la réponse nationale à la pandémie. Et on terminera par ce que le rapport nomme une crise de confiance, en s'interrogeant sur la responsabilité des institutions. Entrons donc dans le vif du sujet avec la première grande section, la plus médiatisée et probablement la plus controversée, la question des origines. Le rapport consacre une très grande partie de son analyse à essayer de déterminer comment le virus SARS-CoV-2 a pu émerger et infecter les premiers humains, en pesant les différentes preuves pour arriver à ce que ses auteurs considèrent comme l'origine la plus probable. Pour introduire l'hypothèse centrale que le rapport met en avant, voici une citation particulièrement forte de l'ancien directeur des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, les fameux CDC, le Dr Robert Redfield. Lors de son témoignage devant le comité, il a déclaré ceci. Sur la base de mon analyse initiale des données, j'en suis venu à croire, et je le crois encore aujourd'hui, que les infections au Covid-19 sont plus probablement le résultat d'une fuite accidentelle de laboratoire que le résultat d'un débordement naturel. Une déclaration comme celle-ci, venant d'une figure aussi centrale, donne évidemment le ton de l'enquête du sous-comité. Mais alors, sur quels éléments concrets le rapport s'appuie-t-il pour donner du poids à cette hypothèse ? Plusieurs axes de preuve sont avancés. D'abord, le rapport cite des informations issues des services de renseignement américains qui suggèrent que plusieurs chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan, le WIV, sont tombés malades dès l'automne 2019, avec des symptômes tout à fait compatibles avec le Covid-19. Ensuite, le document affirme que le WIV menait bien des recherches dites de gain de fonction, un type d'expérimentation qui consiste à modifier des virus, par exemple pour les rendre plus transmissibles entre mammifères. Le rapport souligne aussi des collaborations secrètes entre cet institut, présenté comme civil, et la branche de recherche de l'armée chinoise. Et enfin, un point que le rapport juge absolument critique, les conditions de sécurité. Il affirme que des recherches risquées sur les coronavirus étaient menées dans des laboratoires de niveau de biosécurité 2 ou BSL2. Pour donner une idée, c'est le niveau de sécurité d'un cabinet dentaire. Or, selon les normes américaines, de telles manipulations auraient dû impérativement se faire en BSL3 voire BSL4, des installations beaucoup plus sécurisées. Maintenant, il faut qu'on s'arrête sur un point un peu technique, mais que le rapport présente comme une pièce maîtresse du puzzle, le site de clivage par la furine. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est assez simple à visualiser. Imaginez que nos cellules humaines sont comme une maison avec une porte très bien verrouillée. Le virus, pour nous infecter, doit ouvrir cette porte. La plupart des coronavirus de la même famille que le SARS-CoV-2 ont une sorte de clé générique qui a du mal à tourner dans la serrure. Le SARS-CoV-2, lui, possède quelque chose de spécial, ce fameux site de clivage par la furine. C'est comme une clé taillée sur mesure, une clé de maître qui lui permet d'ouvrir la porte de nos cellules avec une efficacité redoutable. Et ce qui interpelle les auteurs du rapport, c'est que cette clé si particulière et si efficace n'a été retrouvée dans absolument aucun des centaines d'autres coronavirus de la même famille qui ont été identifiés dans la nature jusqu'à présent. Et c'est là que le rapport établit une connexion qu'il juge troublante. Il met en lumière une proposition de subvention datant de 2018. Cette proposition, nommée Diffuse, a été soumise conjointement par Eco Health Alliance et l'Institut de virologie de Wuhan.
Et que prévoyait ce projet de recherche? Eh bien, l'un de ses objectifs, écrit noir sur blanc, était d'insérer artificiellement un site de clivage par la furine dans des coronavirus de type SARS qui n'en possédaient pas naturellement. Le rapport souligne donc ce qu'il présente comme une coïncidence pour le moins extraordinaire. D'un côté, un virus émerge à Wuhan avec une caractéristique génétique unique et très spécifique, et de l'autre, le laboratoire de cette même ville avait un projet précis pour créer en laboratoire des virus avec exactement cette même caractéristique. Alors que cette proposition de recherche existait, le rapport s'intéresse ensuite à un effort qui, selon ses conclusions, visait à orienter le débat public et scientifique dans la direction opposée. Au cœur de cette analyse se trouve un article scientifique qui a eu une influence considérable au début de la pandémie, un article intitulé « The Proximal Origin of SARS-CoV-2 ». Le rapport met en avant une chronologie des événements qu'il qualifie d'extrêmement rapides, voire suspectes. Regardons ça de plus près. Le 31 janvier 2020, des virologues de renom expriment, en privé, de sérieuses inquiétudes sur une possible origine de laboratoire du virus. Le lendemain, le 1er février au matin, le docteur Anthony Fauci est informé de ses craintes et, selon les termes du rapport, il provoque une téléconférence d'urgence avec ses scientifiques. Et tenez-vous bien, le soir même de cette conférence téléphonique, une première ébauche de l'article Proximal Origin, qui conclura fermement à une origine naturelle, est déjà rédigée et partagée. L'article sera finalement publié dans la prestigieuse revue Nature Medicine le 17 mars. D'après le rapport, cet email, obtenu par le sous-comité, est particulièrement révélateur de l'intention des auteurs. Le 8 février 2020, l'un des principaux co-auteurs, le docteur Christian Andersen, écrit textuellement ceci, et il faut le lire attentivement. Notre travail principal, au cours des 2 dernières semaines, a été axé sur la tentative de réfuter toute forme de théorie de laboratoire. Pour les auteurs du rapport, cette phrase est la preuve que l'objectif n'était pas une exploration scientifique neutre et ouverte à toutes les possibilités, mais bien un effort ciblé visant à invalider une hypothèse spécifique dès le départ. Un autre point que le rapport explore en détail est l'influence extérieure sur le contenu et même sur les mots choisis dans l'article. Il présente ici une suggestion d'édition faite par le Dr Jeremy Farrar, qui à l'époque dirigeait le Wellcome Trust, une fondation très influente. Fait notable, il n'était pas crédité comme auteur de l'article. Il propose de changer un mot dans la conclusion. La version initiale disait qu'une origine en laboratoire était peu probable, en anglais unlikely. Le Dr Farrar suggère de remplacer ce mot par improbable, un terme bien plus fort, bien plus catégorique. Et ce changement, qui peut sembler subtil, a été accepté et a considérablement renforcé la conclusion de l'article, le rendant beaucoup plus définitif. Mais alors, qui étaient ces influenceurs externes? Le rapport met en lumière ce qu'il décrit comme le rôle de supervision de hauts responsables de la santé publique américaine. Dans leur communication privée, les auteurs de l'article faisaient référence au Dr Fauci et au Dr Francis Collins, alors directeur des National Institutes of Health, en les appelant les Bethesda Boys, du nom de la ville où se trouve le siège du NIH. Le rapport interprète ce surnom et le contenu des emails comme la preuve que les auteurs attendaient activement leur retour et, en quelque sorte, leur approbation sur les différentes versions du texte. Cela suggère, selon le rapport, une influence qui va bien au-delà d'un simple échange entre pairs scientifiques. Quittons maintenant la question des origines pour nous intéresser à la deuxième grande section du rapport. Celle-ci se concentre sur les défaillances d'une organisation spécifique, EcoHealth Alliance. Il s'agit d'une ONG américaine qui a servi d'intermédiaire principal, canalisant des millions de dollars de subventions publiques américaines, notamment du NIH, vers l'Institut de virologie de Wuhan pour des recherches sur les coronavirus. Le rapport se penche donc en détail sur la manière dont EcoHealth a géré cet argent et supervisé les recherches menées en Chine. Près de 2 ans. C'est un chiffre qui revient souvent dans cette partie du rapport. Il représente le retard avec lequel EcoHealth Alliance a soumis un rapport d'étape crucial sur sa subvention au NIH. Ce rapport, qui couvrait les dernières recherches menées à Wuhan, était attendu en septembre 2019, c'est-à-dire juste avant que l'épidémie n'explose. Il n'a finalement été remis qu'en août 2021. Pour le rapport du Congrès, cette défaillance est majeure, car elle a privé les autorités américaines et mondiales d'informations potentiellement vitales au moment le plus critique. Le rapport détaille 3 manquements principaux d'EcoHealth Alliance à ses obligations contractuelles. D'abord, ce rapport remis avec presque 2 ans de retard, qu'on vient d'évoquer. Deuxièmement, et c'est un point que le rapport juge extrêmement grave, le non-signalement d'une expérience potentiellement dangereuse. Les termes de la subvention stipulaient très clairement que si une expérience montrait qu'un virus modifié se répliquait plus de 10 fois plus vite qu'un virus de référence, c'est ça que veut dire une croissance supérieure à un log, cela devait être signalé immédiatement au NIH. Le rapport affirme qu'une telle expérience a bien eu lieu et que ce signalement n'a jamais été fait en temps voulu.
Et enfin, le rapport déplore le fait qu'EcoEarth Alliance n'a jamais été en mesure de fournir les cahiers de laboratoire et les données brutes des expériences menées au WIV. Des données qui, en théorie, auraient dû être accessibles puisqu'elles provenaient de recherches financées par l'argent public américain. Le rapport met aussi en évidence ce qu'il présente comme une contradiction flagrante dans des témoignages recueillis sous serment. Cela concerne à nouveau la fameuse proposition de recherche diffuse. D'un côté, le docteur Peter Daszak, le président d'EcoEarth Alliance, a témoigné que le projet avait été rejeté par la DARPA, l'agence de recherche avancée du Pentagone, principalement parce qu'il coûtait trop cher. De l'autre côté, le gestionnaire de programme de la DARPA qui a évalué le projet a témoigné que les graves préoccupations en matière de biosécurité et l'absence d'un plan de sécurité adéquat pour les recherches de gains de fonction avaient bien affecté la décision de rejeter la proposition. Le rapport souligne cette divergence fondamentale entre les deux versions. Laissons maintenant de côté les origines et la supervision des recherches pour nous tourner vers la troisième partie du rapport. Celle-ci change de focale pour évaluer la réponse nationale à la pandémie aux États-Unis. Le sous-comité a mené un examen critique des politiques qui ont été mises en œuvre, qu'il s'agisse des mesures de santé publique comme les confinements, du développement des vaccins ou encore de l'impact économique des plans de soutien. Le rapport se montre très critique envers certaines mesures sanitaires non pharmaceutiques. Il estime que les restrictions étendues aux libertés individuelles et collectives ont fini par semer la méfiance envers les institutions de santé publique. Il qualifie les confinements stricts et généralisés de sources d'angoisse prévisibles et de causes de graves difficultés sociales et économiques qui auraient pu être évitées. Et enfin, le rapport se montre particulièrement sévère sur les fermetures d'écoles, affirmant qu'elles auront un impact négatif durable sur toute une génération d'enfants, que ce soit sur le plan éducatif, social ou psychologique. Sur la question des vaccins, le rapport adopte une position nuancée, en deux temps. D'un côté, il reconnaît sans réserve l'immense succès de l'opération Warp Speed, ce partenariat public-privé qui a permis le développement de vaccins en un temps record. Le rapport qualifie cette opération de succès considérable qui a, sans aucun doute, sauvé des millions de vies. Mais d'un autre côté, le document critique vivement les politiques de vaccination obligatoires, les jugeant coercitives et source de division dans la société. Il pointe aussi du doigt ce qu'il décrit comme les échecs des programmes gouvernementaux d'indemnisation pour les personnes ayant subi des effets secondaires graves, laissant, selon les auteurs, de nombreux citoyens sans soutien ni recours. Nous voilà arrivés à la dernière section de notre analyse, qui porte sur ce que le rapport nomme une crise de confiance et la question de la responsabilité institutionnelle. L'idée centrale ici, c'est que les actions, et parfois les inactions, de plusieurs organisations et de leurs dirigeants ont profondément et durablement érodé la confiance du public dans la science, la santé publique et le gouvernement. Cette partie examine donc qui, selon le rapport, devrait rendre des comptes. La conclusion du rapport sur ce point est particulièrement directe. Il établit que le NIH, l'Institut national de la santé, et le NIAID, la branche dirigée à l'époque par le Dr Fauci, ont manqué à leur devoir fondamental de supervision de leurs bénéficiaires de subventions, EcoHealth Alliance, et par conséquent, ils n'ont pas correctement contrôlé les recherches potentiellement à risque qui étaient menées à l'Institut de virologie de Wuhan avec l'argent des contribuables américains. Le rapport qualifie cela de manquement grave à leur responsabilité de surveillance, tant sur le plan scientifique que financier. Au-delà du NIH, le rapport pointe d'autres responsabilités. Il accuse explicitement le gouvernement chinois d'avoir mené une campagne de dissimulation pour cacher les faits sur les origines de la pandémie. Sur le plan national, il s'attaque à la gestion de l'ancien gouverneur de New York, Andrew Cuomo, l'accusant de faute professionnelle médicale et d'avoir délibérément masqué le nombre réel de décès dans les maisons de retraite de son État. Enfin, sur le plan économique, le rapport dénonce une fraude, un gaspillage et des abus endémiques dans les programmes d'aide, estimant que des centaines de milliards de dollars ont été détournés en raison de contrôles insuffisants. On termine avec cette citation du président du sous-comité, Brad Wenstrup, qui figure à la fin du rapport. Il écrit « La responsabilité, la transparence, l'honnêteté et l'intégrité permettront de regagner cette confiance. Nous pouvons toujours faire mieux, et pour le bien des futures générations d'Américains, nous le devons. » Ce message final ne se contente pas de faire le bilan des échecs passés. Il pose une question essentielle pour l'avenir. Quelles leçons systémiques allons-nous tirer de cette crise pour reconstruire la confiance et être mieux préparés pour la prochaine ? C'est sur cette interrogation que se conclut notre analyse de ce rapport. Merci de nous avoir suivis.